telle qu'elle est vécue sur le territoire national, mais aussi telle qu'elle est vue à l'étranger. Et on échappe rarement dans ce domaine au malentendu ou à la caricature. Notre ambition à travers cette série d'une dizaine de débats qui auront lieu tous les mercredis dans Paris Direct, c'est de vous livrer les clés de compréhension de cette société française en évolution. Et la question, ce soir, que nous avons décidé de poser, puis sa justification dans l'actualité de ces 12 voire 18 derniers mois, le modèle français protège-t-il de la crise? L'État-providence, les lois sociales et la toute-puissance publique ont-elles permis à la France de mieux se sortir que d'autres pays? Alors avec nous pour en débattre, deux invités. Caroline Fourest, essayiste et chroniqueuse au Monde. Bonjour bonsoir. Caroline. Bonsoir. Et puis Philippe Chalmin, vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université de Paris-Dauphine et membre du Conseil d'analyse économique. Alors on va parler de cette société française et de ce modèle, mais je voudrais avec vous, Caroline Fourest, commencer parce qu'il y a une forme d'arrogance telle que on le reproche souvent d'ailleurs aux Français. Il y a presque une forme d'arrogance à parler d'un modèle français et de poser ça comme un exemple presque. Oui, on est souvent perçu comme assez arrogant, c'est vrai. Ça dépend comment on entend modèle. Si on entend modèle comme nous détenons la vérité absolue, que nous l'exemplarité et l'exemplarité absolue que donc on peut imposer au reste du monde, ça serait normal d'avoir l'air un petit peu arrogant. Mais quand on parle de modèle aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce que tout simplement, il y a effectivement, que ce soit aux États-Unis ou en France, des approches différentes sur un certain nombre de sujets. Et j'entends par approche quelque chose qui n'est pas complètement figé, mais qui veut dire un élan, des fondamentaux. En l'occurrence, sur l'économie, le modèle, entre guillemets, français, c'est une certaine conception de la puissance publique, de l'État-providence, le fait de penser que les services publics font partie de valeurs assez importantes qu'il faut préserver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, en France même, il y a des avis très divergents sur tous ces sujets, sur le rôle de l'État, sur les services publics. Donc, il est tout le temps débattu, ce modèle, même au sein de la France. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de fondamentaux qui, quand on les compare à l'approche, notamment à l'approche anglo-saxonne, qu'on soit de droite ou de gauche, ça fait une vraie différence. Donc, ces modèles au sens pas forcément de leçons à donner, mais au sens de certains points fondamentaux qui nous différencient d'autres approches. Alors Philippe Chalmin, je voudrais que vous confrontiez votre définition à celle de Caroline Fourest. Le modèle français tel que vous l'envisagez, vous, historien de l'économie, économiste vous-même, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis tout à fait d'accord. Ce qui caractérise le modèle français, c'est que toute forme d'intermédiation passe en France par l'État, qui joue un rôle central à la fois dans l'économie et dans la société. Ceci étant, la prise de conscience de l'originalité du modèle français, elle est assez récente. Et c'est vrai, nous avons la réputation à l'étranger d'être arrogants, d'être so French, etc. En réalité, nous avons assez souvent été plutôt humbles en la matière, parce que nous nous référions aux modèles des autres. Si on était, oui, c'est quand même suffisamment exceptionnel pour le dire, mais on se disait toujours, si on était aussi inventif que les Américains, aussi discipliné que les Allemands, aussi artistes que les Italiens, etc. Et dans un essai célèbre, publié maintenant, il y a une quinzaine d'années, Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert avait mis en opposition les deux modèles de référence pour lui, qui étaient le modèle anglo-saxon, donc le modèle, ouvrez les guillemets, libéral, et puis ce qu'il appelait le modèle rhénan. Le modèle rhénan qui était le modèle de la concertation dont l'exemple même est la société allemande. Avec cette cogestion des entreprises, la entre syndicats et l'un et l'autre étant des sociétés de confiance. Or, la caractéristique du modèle français, au fond, si j'étais cruel, je dirais que le modèle français, c'est le seul véritable modèle soviétique qui ait fonctionné et qui ait réussi. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes le seul pays où la légitimité de l'État pour intervenir dans la vie quotidienne est non seulement reconnue, mais sollicitée par tous. Nous sommes incapables d'avoir une relation de confiance l'un vis-à-vis de l'autre, et donc tout doit passer par l'État, d'où l'importance d'ailleurs de l'État dans l'économie française. Je vais vous poser la 55% du PIB. Voilà, je vais vous poser la question des racines historiques de tout ça, parce que ça remonte à sans doute assez loin, mais sur ce système soviétique qui est le seul à marcher, le système français, vous partagez l'opinion? Je ne suis pas sûre de partager votre définition de la confiance. C'est-à-dire que si la confiance suppose d'avoir des relations interpersonnelles individu à individu sans qu'il y ait de régulateur, pour moi, ça s'appelle plutôt la loi de la jungle que la confiance. Pourquoi est-ce que l'État est un outil privilégié dans ce qu'on appelle le modèle français? C'est tout simplement parce que entre des entreprises privées ou des individus qui ont des intérêts tous très personnels et très privés, l'État qui est l'émanation d'intérêt général
paraît la structure tout simplement la plus démocratique et la plus sûre, tout simplement parce qu'elle a été élue par l'ensemble des citoyens et qu'elle est donc beaucoup plus représentative de l'intérêt général que l'intérêt privé. Donc c'est moins une question de confiance qu'une question d'harmonie peut-être. Oui, mais je serais tout à fait d'accord avec vous, car dans le modèle anglo-saxon, il y a un État. Il y a un État qui est omniprésent, qui est régulateur. Mais par contre, l'État ne se substitue pas aux individus, notamment dans leur prise de conscience de communauté. Il est frappant de constater quand même l'énorme différence qu'il y a entre les Français et les Américains lorsque la solidarité rentre en jeu. La société américaine est une société solidaire. J'appartiens à ma communauté, j'en suis responsable. Donc cette notion de voisinage, par exemple, qui est très forte. Non, mais c'est plus que le voisinage. C'est le fait que je fais partie de ma communauté, je dois m'y intégrer et j'en suis aussi responsable. Et si je suis riche, eh bien, je vais contribuer. En France, tout va passer par l'impôt. Et c'est l'État qui va être responsable de toute la fonction de solidarité. Philippe Chalmin, je voudrais vous êtes professeur d'histoire économique. Je voudrais qu'on remette un petit peu d'histoire dans ce débat pour qu'on essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui la place de l'État en France est-elle si importante, exagérée aux yeux de certains. Est-ce qu'on peut remonter au siècle du roi Soleil, Louis XIV, Colbert, le colbertisme et cette intervention de l'État dans l'économie? Saint-Gobain, la fondation de la manufacture, c'est ça, dès le départ, c'est l'État qui investit de l'argent et qui met ses hommes. Alors, attention, la France n'est pas une exception. Nombre de princes créèrent au XVIIe, au XVIIIe des manufactures d'État. Les porcelaines de Meissen étaient contrôlées par le prince local, etc. La France n'est pas une exception. Ce qui est une exception, c'est qu'il y a quand même un continuum dans la constitution d'une France extraordinairement centralisée. Et donc, après la phase colbertiste, on a quand même ce moment un petit peu curieux qui est la Révolution française, qui est, je le rappelle, une révolution totalement libérale. Ensuite de quoi, nous avons, alors là vraiment un continuum, Napoléon, la Troisième République, De Gaulle, et on a une continuité dans la constitution d'un État centralisé, totalement jacobin. Quand je disais un État soviétique qui a réussi, c'est un compliment. J'appartiens à une admirable administration qui s'appelle l'Éducation nationale, qui, je vous rappelle, est la plus grande administration au monde en dehors de la Chine, et qui est gérée de manière totalement centralisée, parfois kafkaïenne, nous le savons. Donc, comment ? Au service d'un projet commun qui est l'éducation. Donc alors, c'est pas tout à fait une planification inutile. Mais bon. Au service d'un projet commun, je voudrais en être totalement sûr, et je ne suis pas sûr que dans d'autres pays où, par exemple, le service de l'éducation est totalement décentralisé, le projet commun n'existe pas aussi. Ne renversons pas la chose. Caroline Forest. Pour revenir sur l'histoire, parce que ça remonte à avant Colbert et avant Louis XIV, ça remonte au lendemain des révolutions américaines et françaises. C'est vrai qu'au lendemain de la révolution américaine, qui aux États-Unis va gagner? Parce qu'il y a un débat entre les ultra-fédéralistes qui veulent aux États-Unis un État fort, qui lèverait par exemple un impôt important dans les différents États pour former une politique nationale. Sauf que ces fédéralistes-là vont perdre. Ils vont perdre parce qu'en face, ceux qui étaient d'ailleurs à l'époque l'ancêtre plutôt des démocrates que des républicains d'aujourd'hui, c'est assez étonnant, vont dire mais non, c'est une façon de prolonger la tutelle étouffante de l'Angleterre, de nous coloniser depuis un État fédéral surplombant, étouffant par rapport à nos libertés. Donc, les anti-centralisateurs gagnent aux États-Unis exactement au moment où les centralisateurs jacobins gagnent en France. C'est-à-dire qu'en France, c'est depuis Paris-Capitale qu'on va fédérer de façon très très intense depuis l'État les régions qu'on fait France à partir de ça, ce qui à l'époque était peut-être vécu comme certainement assez autoritaire, même par les Girondins, même par d'autres révolutionnaires, et aujourd'hui est plutôt un atout, parce que je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les communautés, que vous avez présenté comme une forme de solidarité. Non, c'est pas une solidarité. Quand on est obligé d'être dépendant de sa tribu, que ce soit sa tribu communauté noire, sa tribu communauté homosexuelle, pour trouver un tout petit peu de solidarité dans ce monde de brut, parce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'État-providence. En France, le grand avantage d'avoir eu des Jacobins, avec tous leurs défauts par ailleurs, c'est que parce qu'on a un État-providence et que parce que la redistribution des richesses se fait par le biais de l'impôt, l'individu est libre, il a une relation directe
entre l'État et l'individu qui lui permet d'être Alors, un citoyen libre de cette sa relation communauté. directe entre l'État et l'individu, je l'entends bien. Le problème, c'est qu'elle déresponsabilise l'individu. Alors, C'est ça, justement. La grandeur du modèle français, nous en sommes d'accord. Et on va voir d'ailleurs que c'est la force de l'État-providence. Convenez avec moi simplement que cet État-providence nous déresponsabilise en tant qu'individu. Les Américains, en termes de solidarité, sont à PIB équivalent 10 fois plus généreux que les Français dans leurs actes quotidiens. Caroline, un Ils instant, donnent 10 s'il vous fois plus plaît. à leurs églises parce que ça leur fait des réductions d'impôts. Mais nous avons les mêmes Philippe réductions Chalmin, d'impôts en France. quel est selon vous, qu'est-ce qui symbolise le mieux en matière économique et sociale? Enfin, qu'est-ce qui symbolise le plus, pas le mieux, qu'est-ce qui symbolise le plus, selon vous, le modèle français en matière économique et sociale? Qu'est-ce qui est l'incarnation de ce modèle, selon vous? C'est incontestablement toute la période que nous avons vécue des années 60, 70, 80, donc la grande époque... C'est-à-dire à l'époque où ça marchait. La grande époque gaulo-mitterrandienne, disons, et là il y a un continuum évident. La rupture étant en 83. La rupture intervenant en 83, mais se poursuivant de d'autres manières quand même, qui est la constitution d'un certain nombre de grands services publics et, il faut le reconnaître, d'une efficacité tout à fait remarquable. C'est bien d'ailleurs ce qui fait la merveille du modèle français, c'est que non seulement ça a été centralisé, etc., mais ça a été d'une très grande efficacité. L'amour des ça Français... ne l'est plus aujourd'hui, c'est ça, ça l'est encore. qu'on dit aujourd'hui. Ça l'est encore. Parce que les critiques du système. Notre système de santé est probablement le meilleur rapport qualité-prix de la planète, et malgré ses limites, notre système d'éducation est aussi, lui aussi, tout à fait performant. Si vous prenez des critères comme l'indice de développement humain, c'est-à-dire un indice de mesure qui ne mesure pas simplement la production ou la croissance, mais qui mesure la qualité de vie, l'offre de services publics, c'est très à la par mode, exemple. puisqu'on discute beaucoup en ce moment sur de la redéfinir notion de ces ces indices. On s'aperçoit qu'une première puissance économique comme les États-Unis sont premiers en termes de puissance économique, mais ils sont 15e en termes d'indice de développement humain. La France est 9e, grâce notamment à ces services publics, parce que la qualité de vie y est meilleure, parce que quand on est malade, on ne vous demande pas votre carte bleue quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande si vous êtes malade et de quoi, et on va vous soigner. Et ces choses-là font qu'effectivement... c'est plus agréable d'être citoyen en France pour ces raisons-là. Mais... C'est plus agréable, mais la problématique d'aujourd'hui, c'est peut-être le bonheur, mais c'est aussi la survie en temps de crise. Est-ce que ce système est plus à même qu'un autre, et que quel autre, c'est la question aussi qu'on peut poser, de protéger le citoyen face à ces turbulences qu'on a vécues, et turbulences, le mot est sans doute faible. Alors autant je pense que le débat sera sans fin et possible, on peut penser que toutes ces protections, ces filets sociaux, ces matelas, parce que le modèle français c'est surtout un matelas qui fait que vous ne perdez pas votre emploi du jour au lendemain, il y a tout un processus, une fois que vous avez perdu votre emploi, il y a une sécurité derrière pour vous permettre de vous remettre en selle, et puis pendant ce temps, il y a aussi une sécurité au niveau de votre logement. Or, on l'a vu aux États-Unis, ces matelas n'existent pas du tout de la même manière. Crise des subprimes, vous perdez votre maison, vous perdez votre emploi, le lendemain vous perdez votre maison, le troisième jour vous vivez dans votre voiture. Tiens, on va écouter d'ailleurs quelques petites interviews faites sur les trottoirs américains de personnes qui racontent leurs difficultés économiques. Écoutez ça, puis on se retrouve juste après. J'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai 3 emplois et je n'y arrive pas. De plus en plus de familles n'ont tout simplement pas assez de revenus. On a dû avoir recours à des allocations, à des choses dont on n'avait pas besoin avant. Alors voilà, la difficulté de vivre parfois et de survivre aux États-Unis dans ce système libéral, c'est quand même la limite de cet autre modèle-là. On en est bien d'accord. Par hasard, il se trouve qu'à l'heure actuelle, le taux de chômage en France et le taux de chômage aux États-Unis sont équivalents. On est à 10%. 10% en France, je dirais qu'on y est habitué. Et je dirais presque cyniquement que c'est parfaitement vivable et que nous avons pour l'instant les amortisseurs qui permettent de vivre avec. Je ne dirais pas que c'est optimal, mais on n'en est pas loin. 10% aux États-Unis, c'est saignant. Et il faut se rendre compte qu'être chômeur aux États-Unis, ça n'est pas drôle. Le problème, c'est que quand l'économie va repartir, elle va repartir plus vite. Elle repartira beaucoup plus vite aux États-Unis et qui se retrouveront beaucoup plus rapidement dans la situation où ils étaient il y a encore 3 ans, c'est-à-dire en quasi plein emploi. Quand on est à 4,5 de chômage, c'est pratiquement du plein emploi. Caroline... Alors que nous,
Même à l'époque où on faisait 4% de croissance, c'était en 2000 sous Jospin, on était à 6 ou 7% de chômage. Caroline Fourest, ce qui est un atout en temps difficile est un frein en temps de développement. Et c'est ça qui explique que l'économie française est parfois à la traîne dans un certain nombre de domaines par rapport à d'autres pays développés. On pourrait comparer ça en fait à une histoire de voiture. C'est-à-dire que, si vous voulez, le modèle libéral anglo-saxon, c'est une voiture qui a un moteur très puissant, qui peut aller très très vite. Mais alors par contre, il n'y a pas beaucoup de pare-chocs, la carlingue est franchement assez fragile. La voiture française roule un peu moins vite, le moteur est moins puissant, mais c'est vraiment de la carrosserie blindée. Et si vous prenez un mur, franchement, vous le prendrez beaucoup moins fort. Alors effectivement, période de crise, quand il y a un mur qui arrive, le choc est moins fort. Quand il faut faire la course, vous courez un petit peu moins vite. Mais qu'est-ce qui me fait, moi, penser que finalement ce modèle et cette carrosserie renforcée a de l'avenir? C'est qu'aujourd'hui, avec qui on fait la course? La voiture chinoise? La voiture des pays émergents qui, elle, a des taux horaires absolument imbattables, une production absolument imbattable. Donc je ne crois pas qu'on puisse gagner cette course. Moi, je ne crois plus qu'on puisse gagner cette course de la compétitivité. Je pense qu'au contraire, un certain nombre de pays du Nord ont intérêt à se réorienter vers la qualité de vie, vers développer des offres de services, des choses qu'on ne peut pas faire dans des pays industriels qui sont lancés dans une course à toute vitesse. Et c'est pour ça que ce modèle me semble avoir de l'avenir. Et néanmoins, même en France, il est très attaqué, parce que jusqu'à la crise financière... Et très mal en point. Oui, mais très mal en point parce que ça fait des années qu'on l'a abandonné. Ça fait des années que la gauche comme la droite ont joué à transférer au privé les missions qui avant étaient faites par le service public. Un exemple ? Mais tout ce qui concerne la Poste remonte à déjà quelques années, tout ce qui concerne l'école. Forte mobilisation ces jours-ci d'ailleurs autour de la Poste et de cette préservation du service public. Oui, parce qu'on commence à s'apercevoir de ce qu'on a perdu. Qui incarne l'État dans les petits villages les plus reculés du Massif central ou des Alpes. Attendez, je demande simplement qui doit payer la présence humaine dans le petit village, le timbre, l'impôt ou éventuellement la reconstruction de communautés. J'entends bien votre idée selon laquelle la voiture française roule moins vite mais plus sûre. Je me demande quand même, parce que pour l'instant nous avons opposé le modèle français au modèle anglo-saxon. Il faudrait peut-être dire une chose, des modèles rhénans ou nordiques, il y a quand même des pays qui n'ont pas sabordé leur État-providence, mais qui ont su totalement le revamper. C'est la Suède, c'est la Finlande, etc. C'est plus petit, c'est plus petit, ça a des histoires différentes. Ce sont des sociétés de confiance. Il ne faut pas oublier cette caractéristique française qui rend toute réforme extraordinairement difficile. On va marquer une pause, on va faire le plein à la station-service, puisque vous filez la métaphore automobile, et le plein d'informations en l'occurrence avec Vanessa Burgraff. C'est dans un instant, juste après la pub, et puis on se retrouve sur ce plateau pour continuer de parler du modèle français dans la crise.